la structure, on pourrait presque dire que la Fanzino, elle existait avant sa naissance. Parce que Didier, mon ex-compagnon, tenait un magasin de disques dans la cour, et il vendait des fanzines, et on faisait des fanzines. Donc il y avait déjà un embryon de fanzinothèque, en fin de compte. Et c'est pour ça que logiquement, très logiquement, la ville, quand elle a voulu recruter quelqu'un qui connaisse les fanzines, elle a demandé à Didier directement. Et donc c'est vrai qu'on faisait déjà l'Arsenal, ça date qui a commencé en 87, et qui était donc dans une asso à part. Mais si tu veux, la Fanzino, elle existait avant la Fanzino. Avant son existence officielle. Il y avait déjà toutes ces prémices, et puis le fait que nous, on faisait déjà du fanzine, qu'on faisait déjà l'Arsenal. Voilà, donc moi, je suis là depuis le début. D'abord à titre bénévole pendant 3 ans, après j'ai été salariée, on a passé tous les dispositifs sociaux possibles et imaginables, voilà, pour que je puisse bosser ici, quoi, avoir un petit peu de sous quand même. Et au fil des années, quand même, cette structure a fini par grossir et on a pu un peu embaucher du personnel, quoi. Je crois que c'est ce qui fait que la structure ici perdure, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont salariés pour ça. Ce qui fait la différence de la plupart des fanzinothèques dans le monde. Si on voulait définir un portrait robot du type qui fait un fanzine, c'est d'abord un amour de l'écriture, quelque part. Les gens qui n'aiment pas lire ni écrire ne font pas de fanzine, ça va être un peu compliqué. Déjà, c'est des gens qui aiment lire, écrire, ou dessiner éventuellement. C'est des gens qui ont l'habitude de penser par eux-mêmes, je pense, et qui aiment bien aller au-delà des apparences et de creuser les choses. Alors souvent c'est par passion, effectivement, mais c'est surtout, quand on dit que ça vient du do-it-yourself, c'est évident, quoi. C'est évident que c'est... le mec qui décide de créer son fanzine, c'est parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il trouve et qu'il va le faire lui-même. C'est-à-dire qu'il devient acteur autonome et il décide de prendre en main, quoi, son écriture. Enfin, voilà, il se dit je vais le faire, quoi, je vais le faire, je ne vais pas attendre de trouver des contenus que je ne trouverai même pas de toute façon. Et je pense quand même qu'il y a un esprit de curiosité, de liberté, et puis une certaine audace, quoi, de dire je vais le faire, quoi. C'est quand même toujours, comment dire, c'est de l'activisme. Je pense que ça, c'est quand même vraiment à la base du fanzine, quoi. Je pourrais dire qu'il y a un gros retour en force du fanzine BD et une chute spectaculaire du fanzine rock actuellement, quoi. Au profit d'Internet, c'est clair, quoi. C'est pour ça que j'ai sorti cet abus que j'ai reçu hier. Et il dit une réflexion que je commence à me faire de plus en plus. Alors, c'est pas très loin. Là, il parle de fanzine, il parle de rockhardy, il dit... Dans le paysage tristement désert du fanzina rock français, voilà. Et ça, je pense que c'est une constatation actuellement, le fanzina rock est vraiment en perte de vitesse, quoi. C'est clairement sur Internet que ça se passe. Alors, c'est pas du tout vrai pour la bande dessinée, au contraire, j'ai l'impression qu'elle prend la place, quoi. Elle grossit, elle grossit. Parce qu'elle profite des instruments d'impression qui sont quand même plus abordables qu'autrefois. Et Internet ne lui correspond pas trop, parce que le graphisme, ça a besoin du papier quand même, hein. Il y a, la sérigraphie, c'est une évidence que sur Internet, ça ne donne rien du tout. Il y a des textures, il y a des odeurs, il y a des reliefs que là, tu ne rendras pas du tout sur Internet. Et donc, il y a des blogs de bande dessinée, mais franchement, la bande dessinée, là, elle explose, je trouve. Et pour la presse musicale, ça se casse la gueule. Les seuls résistants, c'est les punks, ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est pour ça que je me retrouve avec... si je regarde ce qui existe en fanzine rock, je suis obligée de dire que actuellement c'est le punk qui domine à fond, quoi. C'est 40% ou 50% de la production. Et ça, c'est parce que ces gens-là ont fait un choix esthétique de rester à la photocopie, au ciseau, des fautes d'orthographe, ça c'est un choix. Ce que n'ont pas du tout, c'est pour ça que je trouve plus de fanzines. Tu cherches des fanzines de pop, de reggae, de techno, il n'y en a plus. Carrément, quoi, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il y avait eu une enquête il y a quelques années sur les fanzines et disait que la durée de vie d'un fanzine c'était 7 numéros en moyenne. Alors on pourrait même dire, alors c'était vraiment une moyenne, parce qu'en général, le fanzine ne dépasse pas les 2-3 numéros. Les plus prolifiques, ça va être des gens qui se lancent à fond la caisse dans le fanzina et qui vont faire 7 numéros en une année, quoi. Qui vont foncer, faire plein de numéros, qui ont plein de choses à dire, et puis qui vont s'arrêter, quoi. Lassitude, directe. Pas de retour, c'est un peu ingrat aussi, hein. C'est sûr que tu diffuses ton fanzine, personne ne te répond, c'est pas toujours très gratifiant, disons. Il y a quelques anciens, mais alors voilà, des fanzines qui tiennent depuis 20 ans, il y en a quand même quelques-uns, quoi.
Là actuellement il y a quelques fanzines BD qui étaient vraiment historiques comme PLG qui avait 20 ans qui s'arrêtent, c'est vraiment dommage, c'est une grosse perte. Il y a Scars aussi dans les fanzines de comics américains qui tient le coup, qui a un peu eu des petits problèmes récemment puis qui repart. Et donc c'est quand même le fanzine, c'est quand même en général un trimestriel, c'est un gros boulot quand même à fournir. Bien, sur la longueur c'est fou quoi. Et puis dans la musique, il y a Abus Dangereux qui tient le coup, qui tient bien le coup, parce qu'il est au numéro 108, et lui qui a fêté ses 20 ans il n'y a pas très longtemps. Rocardi, effectivement, 20 ans aussi. On dirait qu'après, quand tu passes le cap des 10 ans, tu t'arrêtes plus jamais, faut croire. Et avec toujours les mêmes équipes, hein, c'est ça la meilleure, quoi. Toujours des gens qui sont à peine payés pour faire ça et qui écrivent. Et là, il y a des équipes vachement soudées, quoi, qui tiennent le coup. Il y a des fanzines qui tiennent une petite dizaine d'années. En général, le fanzine tient 2-3 ans, quoi. Moi, quand je faisais les répertoires, avant j'éditais des répertoires de fanzines 2 fois par an. Donc je suivais vachement bien, justement, ces questions de turnover et tout ça. Et je constatais qu'il y avait une rotation d'un tiers, quoi, tous les 6 mois. Un tiers de titres qui disparaissent, un tiers de nouveaux titres. Et ça, tous les 2-3 ans, tu as un renouvellement complet, quoi, du fanzine. Alors c'est un peu moins vrai, justement, puisqu'il y a moins de fanzines de rock. Donc là, c'est plus les anciens, parce que là, pour le coup, c'est ceux qui tiennent depuis longtemps, enfin c'est les vieux, quoi, ceux qui sont habitués au papier, qui continuent le papier. Et les petits nouveaux, on verra ce qu'ils vont devenir. Après, sur Internet, c'est dur à suivre. Et puis c'est pareil, distinguer le blog du webzine. Enfin, quand on dit webzine, c'est gênant parce que c'est une contraction de web magazine, pas de web fanzine, comme tout le monde s'imagine. Donc c'est pas forcément des fanzines. Faire de la presse par Internet, ça veut pas dire faire un fanzine, quoi. Donc il y a une grosse embrouille à ce niveau-là, quoi. Bien que moi, après, alors comment je vais déterminer que c'est un fanzine, c'est un web fanzine ou un web magazine? Ça devient un petit peu compliqué, quoi. Notamment les fanzines politiques, c'est une évidence. Moi, quand j'ai fait la newsletter, ma grosse marmite, j'ai pas mis tous les fanzines qu'on soit ici, quoi. J'ai pas envie que ça soit lu par n'importe qui non plus, quoi. Tu vois, déjà, j'ai fait une petite censure. Parce que ces gens-là, ils ont choisi le papier, ils disent des choses qui sont des fois, c'est bon, il y a déjà assez de tarnac, on va pas en plus en foutre en tôle, rien que nous, en diffusant des choses qui sont pas forcément à diffuser, quoi. C'est pas forcément du grand public non plus, le fanzine, quoi. On a toujours parlé de réseau pour le fanzine, parce que c'est évident que, d'ailleurs c'est plein de réseaux qui se croisent, mais c'est évident que les gens ils fonctionnent par affinité, quoi. Comme il n'y a pas de valeur marchande dans le fanzine, c'est vraiment tu échanges des contenus, tu échanges des idées, des passions, pas du tout de la formation, comme on dit, quoi. C'est pas de la communication. On est vraiment plus dans le discours direct. Et quand tu lis un fanzine, tu as l'impression que le type il te parle à toi, quoi. Tu le prends pour toi, c'est pas du tout. C'est pas objectif le fanzine, c'est pas le but de toute façon. Mais après, il y a tous ces contenus qui sont quand même journalistiques, et c'est sûr que bon, il y a des gens qui travaillent de manière très professionnelle. C'est vrai que la fanzinothèque, quasi depuis son existence, elle a commencé par faire des festivals, créer des événements. Ça s'est jamais voulu une bibliothèque classique où on ne fait que du catalogage. Tout le temps, ça a fonctionné puisqu'on bosse avec des créateurs. On a toujours voulu montrer leurs créations, qui ne sont pas que livresques, et donc des constructions, ou de la musique, ou du théâtre de rue, enfin toutes les pistes possibles dans la création, comme ça, un petit peu en ébullition, parce qu'il y avait. Je crois qu'on était obligé de rendre compte des phénomènes, parce qu'il se passait plein de choses, quoi. Il y avait plein de choses passionnantes qui se passaient, il y avait des gens extraordinaires qui faisaient des trucs, on était obligé de les montrer, quoi. Enfin, nous, forcément, ça nous parlait, on disait, putain, faut qu'on les montre, ces gens-là, quoi. Ils font des trucs trop bien. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est lancé dans pas mal d'organisations d'événements. Parce que la fanzino, c'est tellement atypique. Et puis que nous, on avait des demandes aussi pas du tout classiques. Voilà, on vous file tant de dollars, et puis vous nous faites ça. Et puis nous, déjà, on était demandeurs de choses pas pareilles. Et puis eux, ils avaient aussi cette envie de faire autre chose. Et ça a toujours vachement bien fonctionné. Et quand même, les frères Grumeau, il y a eu des tas de trucs, je pense, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui ont fait le paranormal, ça a été une création sur Poitiers, c'est pareil, c'est un truc de dégommer quand même, c'était vraiment. Et voilà.
parce que je pense qu'on est quand même sur des mêmes schémas, de ne pas se laisser manipuler, de réfléchir par nous-mêmes et donc de proposer des choses qui viennent vraiment des personnes et non pas des ressucés et des banalités que tu entends partout. C'est cette démarche dans le théâtre de rue ou dans la presse. On pourrait parler aussi d'émissions de radio, là j'aurais pas d'exemple, mais certainement qu'il y a aussi des gens à la radio qui vont en dehors des sentiers battus et qui ont vraiment envie d'exprimer d'autres choses, quoi, c'est évident. Quoi. Et on se retrouve, quoi. Quels que sont les moyens d'expression, c'est évident. Je pense que Paquito Bolino, c'est pareil, quoi. Il permet des expressions vraiment, alors on pourrait dire extraverties, des choses très provocatrices, des choses que personne n'acceptera. C'est heureusement qu'ils sont là, eux, par exemple. Il y a des tas de choses qui ne verraient pas le jour, quoi. Et c'est pareil, Paquito, comment il fonctionne, par amitié aussi, par affinité, par personne, quoi. C'est moins le dessin, je suppose, qui l'intéresse souvent chez les gens que leur démarche et puis leur personnel, puis personne, quoi. Et c'est quand même cool d'être encore dans le matériel, puisque on parle pas mal de choses dématérialisées. Eh ben, je pense que nous, on essaie quand même de rester dans le vrai monde, quoi, dans le réel, avec des vrais gens à qui tu parles en vrai, et tu serres la main, qui sont, voilà, tu peux les toucher, ils existent, ils ont des sentiments, enfin, et ça crée d'autres liens, du coup, ça fait des liens forcément plus forts, il n'y a pas à chier. L'internet, la correspondance comme ça, c'est quand même vachement diffus, quoi. Tu n'auras pas le souvenir d'un mail comme tu peux avoir le souvenir d'une soirée avec quelqu'un, c'est bien marré. L'arrivée de Cécile a permis de consolider tout ce qu'on avait déjà en chantier. Il n'y a pas eu de rupture, totale, c'est une continuité de nos actions, mais mieux concertée, je dirais, parce qu'avec Didier ça partait un peu dans tous les sens quand même. Je pense elle arrive bien, elle a un regard extérieur, ça c'était vachement important. On espérait quand même avoir une personne qui soit extérieure, parce que nous à force de l'intérieur on a trop à juger voilà, de la pertinence de nos actions. Elle nous a amené ça, ce son neuf, quoi, ce qui était vachement important. Elle a amené des nouvelles idées, des idées à elle, ses idées perso, comment elle comptait faire évoluer la structure. Je pense que là, depuis qu'elle est arrivée, la structure a vachement évolué. Je pense que la numérisation, tous ces chantiers qui n'arrivaient pas trop à décoller, il nous fallait peut-être, je sais pas moi, il nous fallait un petit peu de punch, quoi. C'est un boulot qui est ultra passionnant. De toute façon, moi j'adore ce que je fais. Je payerais pour venir bosser là, c'est clair, quoi.